Alors, pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, Robert Saint-Amour, David Lavoie, Maude Mazoroten-Buller et moi-même. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Clara, qui avons-nous avec nous aujourd'hui? Oui, alors cette semaine, on parle d'une création au cœur de l'actu de la scène. Il s'agit de Ombre parle Eurydice, une pièce d'Elfriede Jelinek mise en scène par Louis-Carl Tremblay au Théâtre Prospero à partir du 11 avril. Une réinterprétation du mythe d'Orphée dans une perspective féministe et existentielle. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux des interprètes. Alors d'un côté, une habituée de l'émission, puisqu'on l'a reçue à plusieurs reprises pour son travail d'interprète, de chorégraphe et de directrice générale et artistique de la compagnie Louise Bédardance. Bonjour Louise. Bonjour Clara, bonjour Maude. Merci d'être avec nous. Et de l'autre, c'est une première dans nos studios. Il s'agit de la comédienne Stéphanie Cardy. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci, merci à vous. Alors, dans cette pièce, Ombre parle Eurydice. C'est Ombre Eurydice parle. Oui, Ombre Eurydice oui, parle. C'est drôle parce que j'arrête pas de les inverser et je sais pas ce que ça veut dire. Il y aurait une analyse jungienne à faire. Effectivement. En tout cas, alors dans cette pièce, vous incarnez aux côtés de l'actrice Macha Grenon Eurydice. À 3 périodes de sa vie, vous allez nous en dire plus. Mais déjà, j'aimerais vous entendre sur la genèse de ce projet. Comment vous avez été approchée et qu'est-ce qui vous a fait embarquer dans ce projet-là, Stéphanie? Ben en fait, moi, j'ai pas été approchée parce que je fais partie de la compagnie théâtre.org, donc avec Louis-Carl Tremblay et Robin Kittel-Ouimet. Donc c'est un texte en fait qu'on a nous lu puis qui nous a tout de suite émerveillés. C'est une langue qui est crue, qui est directe, qui est impressionnante. Puis aussi, en même temps, qui est extrêmement poétique, malgré sa rudesse. Donc, c'est ça, on s'est dit, mon Dieu, c'est vertigineux, on a envie d'essayer. Fait que voilà, donc j'ai pas été approchée, je me suis lancée volontairement là-dedans. Ouais. Et pour toi, Louise, comment ça s'est passé, alors, cette rencontre avec ce metteur en scène et ce texte? En fait, Louis-Carl m'a vu performer dans la pièce de Catherine Godet, qui n'a pas de titre, mais qui faisait partie du spectacle... récemment présenté au Théâtre de la Chapelle au mois de mars dernier, il y a 1 an. Et suite à ça, il m'a rejoint et puis on a discuté ensemble et puis il m'a présenté le projet. Mais j'ai eu quand même un espèce de choc en lisant ce texte-là. La première fois, je me dis, ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Alors, ben, j'ai trouvé à faire des choses. Oui, parce qu'on a tous en tête le mythe d'Orphée et Eurydice. Oui, enfin, peut-être que certains l'ont pas. Vous pourriez le résumer en 2 mots. Mais quelle est cette revisite faite de Jelinek? Ben, on fait en 2 mots très rapidement le mythe d'Orphée. Orphée est un joueur de lyre, un poète qui séduit tout le monde par ses paroles, par son grand charisme. Et le jour de son mariage avec Eurydice, Eurydice se fait mordre par un serpent et monte aux enfers. Et là, Orphée est peiné, il veut absolument revoir sa femme, il monte aux enfers la chercher, et avec un des dieux, il fait « OK, pas de problème, tu peux revoir ta femme, mais tu dois traverser les enfers avec elle, sans jamais te retourner pour la regarder. » Et évidemment, dans le mythe, Orphée se retourne, il a besoin de l'image d'Eurydice, il a besoin de son regard à elle sur lui, et Eurydice disparaît, il se retourne, elle disparaît et retourne aux enfers et meurt. L'adaptation de Jelinek, en fait, Orphée, cette fois-ci, c'est une rockstar qui est adulée par ses groupies libidineuses. Puis, Eurydice est une auteure. Elle est incapable de vivre de son art, d'être épanouie dans la création parce qu'elle est toujours dans l'ombre d'Orphée qui prend toute la place par sa lumière, par tout ce désir-là que prend la place des groupies, Puis voilà, donc c'est l'adaptation. Et à la base, c'était un monologue là, de 120 pages. Vraiment, si je peux me permettre, là, une diarrhée verbale de 120 pages de cette Eurydice-là qui, finalement, contrairement au mythe, qui est dans un rôle très passif, on s'entend, là, elle dépend un peu du bon vouloir des dieux et d'Orphée. Mais dans la réadaptation de Jelinek, ben là, elle prend position, elle prend la parole, premièrement. Puis là, évidemment, c'est toute une réflexion. Elle est auteure, je l'ai dit, mais c'est toute une réflexion sur... l'obsession pour l'éternelle jeunesse, l'image de la femme, ce qu'on attend des femmes, le désir aussi, le désir de créer, c'est vaste. Mais bon, en gros, c'est ça. Ouais. C'est ce qui t'a fait peur, j'imagine, un peu, Louise, en lisant le... Oui, c'est tellement
tu as bien dit tantôt, le vertige. En Ouais. tout cas, moi, j'ai eu le vertige et je l'ai encore, en Oui, fait. tout à fait. On l'a tous. Je découvre ces deux femmes-là et Pierre aussi, le chanteur Pierre Quanders. Et je découvre ce texte-là, cet auteur-là, parce que faut dire que il y a eu un gros travail de fond aussi avant que j'entre dans le projet. Un travail fait par la personne qui assiste Louis Carle, qui est Mathieu Leroux, donc un cahier dramaturgique. Et là, j'ai eu des lectures à faire, des films à regarder, et je découvre cette chose-là qui, à chaque fois, me séduit, puis en même temps, quand je pense au spectacle qu'on va faire, me donne des papillons. Parce que vous ne connaissiez pas le travail de Jelinek, en fait. Non, moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est vraiment une découverte, Ouais. un apprivoisement du texte et Oui. de son univers. Oui. Sur tous les points. Oui. Alors, on parlait donc je disais 3 générations, 3 pratiques artistiques aussi. Comment vous avez chacune donné corps à cette Eurydice? Quel a été le travail fait avec le metteur en scène, Louise, au niveau de la danse particulièrement? Oui. En fait, il a donné quand même un vocable à chacune de ces femmes-là. La femme qui fuit, la femme qui écrit et la femme qui arrache. Moi, je suis la femme qui arrache, donc la plus vieille des 3. Je suis dans une espèce d'aphasie. Je perds tranquillement la parole. Mais je m'exprime avec mon corps. Je dis des choses avec un langage qui a été quand même structuré avec Louis Carle. On a fait des sessions où j'ai improvisé beaucoup et puis à partir de là, je pense qu'il recherchait des choses. Donc, il m'emmenait sur des terrains et je lui donnais quelque chose. Et puis, à partir de ça, on est parti et on l'a transposé aussi dans le texte. Alors, c'était le chemin que j'ai fait. Mais le chemin est encore vraiment très, très frais. Alors, on change des choses et c'est ça qui est fabuleux. Parce que Louis Carle, il a une parole, il a une direction très, très claire, très franche aussi. Et puis, je suis vraiment en confiance avec lui. Alors, un dialogue constant. Ouais. Louise, j'ai une petite question. Louise, pourquoi on dit oui quand on t'approche au niveau de tout ce texte, mais aussi sans doute quand tu parles d'aphasie, on sent une réalité complexe, une réalité peut-être très souffrante. Pourquoi on dit oui à ce genre de projet? La réponse facile, ce serait la curiosité, mais c'est plus que ça, je crois. C'est que j'ai l'impression que mon corps et mon être entier a encore des choses à offrir, à dire par le mouvement ou par l'absence de parole, un des deux. Et c'est des gens que je ne connais pas beaucoup. Louis Carle, je lui ai enseigné à un moment donné, et à Stéphanie aussi, mais il y a très, très longtemps. Ouais. Donc, c'était un cours dédié aux acteurs, et puis, j'étais le prof devant. Et je sais pas, quand Louis Carle m'a approché tout de suite, j'ai cliqué à qui j'avais eu affaire, en fait, dans le cours. Et c'était quelqu'un qui était très ouvert, très... il essayait, et puis il aimait la danse. Alors, c'était un souvenir de lui, parce que j'ai une mémoire des personnes, un souvenir de lui. Puis, je me suis dit, ah oui, ça m'intéresse de partager quelque chose, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, des visions du monde actuel, de l'écriture, de la littérature, du théâtre et tout ça, et même de la danse. Donc, j'ai dit oui. Magnifique, merci. Stéphanie, toi, de ton côté, comment ça s'est passé alors, cet apprivoisement du personnage d'Eurydice? Ben nous, ça a commencé en fait dans l'adaptation parce que ce texte-là, comme je disais tout à l'heure, c'était un long monologue. Puis là, Louise l'a un peu dit, on a séparé le monologue en 3 voix de femmes. Donc, il y a celle qui arrache, moi je suis celle qui fuit, et le personnage de Macha et l'Eurydice, celle qui écrit. Donc, celle qui écrit, c'est celle qui est un peu plus, je dirais, dans le présent, qui est en train qui assiste en fait à la préparation d'Orphée pour son spectacle, qui est en loge, qui essaie d'écrire, qui est incapable d'écrire. Elle est prise par sa présence, par cette pression-là des groupies qui crient, qui l'attendent. Puis ce qu'elle crée en fait, ce qu'elle écrit, c'est l'histoire d'une Eurydice qui serait plus jeune, en fait un alter ego d'elle-même qui prend la fuite et qui, elle, va prendre la décision de quitter Orphée et de faire un road trip vers les enfers. Donc moi, j'ai eu comme ce chemin-là aussi à créer l'adaptation, mais dans le spectacle comme tel, comment ça s'inscrit dans le corps? Moi, je suis un peu plus celle qui a des compulsions, je dirais, qui est beaucoup plus dans
qui est toujours à vif, qui est aussi dans la peine d'amour aussi, fait qu'il est blessé, énormément blessé, mais qui peu à peu, au fil du spectacle, va prendre conscience de justement toutes ces patterns-là qu'elle a, en fait, puis elle va essayer de s'en défaire pour finalement être libérée et arriver aux enfers pour n'être finalement que rien avec toutes ces femmes-là. Rien, mais dans un côté positif, pas rien, nous sommes rien, mais rien d'une façon qu'on est libre, en étant rien, en étant détaché de cette pression-là sociale qu'on a, on peut vraiment exister. Parce qu'à la base, dans le mythe, dans la mythologie, quand on est aux enfers, on n'est qu'une ombre, on n'est qu'une âme errante, qui a pas de plaisir, mais qui a pas non plus de douleur, qui est juste là, puis qui erre, mais dans une certaine plénitude. Fait que c'est un peu ça qu'elle essaie d'atteindre en prenant la fuite, en fait. C'est cette plénitude-là, puis cet espace après qu'elle va avoir pour être libre, puis être femme. C'est un peu, ouais, c'est ça. Et comment vous, si c'est le cas, comment ces trois facettes de cette même femme représentées par vous trois, comment vous vous influencez? Est-ce que vous vous influencez les unes les autres et comment? Oui, on s'influence. Peut-être que Louise a comme un regard un peu plus de l'extérieur que nous, qui est comme plus, nous on est plus dans les mots, fait que je suis certaine que Louise a plus de choses à dire que moi, mais nous on a cherché à trouver justement des petits échos de ce que Louise fait dans le mouvement. On essaie d'avoir quelque chose de très subtil, là, mais de vraiment avoir des petits échos de ce que Louise fait et vice-versa dans nos mouvements, en fait, pour qu'il y ait justement ce lien-là qui unit ces trois femmes-là, parce que dans le show, on ne se regarde littéralement jamais. Ah, intéressant. Fait qu'on est on vit les mêmes choses à différents niveaux, mais on se regarde jamais. Fait que c'est ça qu'on essayait de chercher justement dans l'énergie, dans le corps, ce qui nous unit chacune les trois. Puis voilà, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, toi, t'as sûrement plein de choses à dire, là. Mais en fait, on se regarde jamais, mais moi, je vois. Ouais. Je suis celle qui voit, donc, et celle qui arrache, comme je le disais tantôt. Moi, ce qui m'influence, c'est vraiment toute cette... je veux dire, une orgie de mots. Puis ça vient me teinter mon mouvement, mais en même temps, il faut que je pratique le détachement de ça parce qu'elle est en train de se détacher aussi et vraiment, littéralement, elle enlève des couches de fausse peau, disons. Mais il faut que tout le temps je sois à l'affût de ce qu'elles sont en train de dire parce que sans se répondre, il y a des moments de cœur ensemble et tout ça. Et puis, pour moi, c'est important d'écouter et le son parce qu'il y a le chanteur et tout ça. Mais je dirais que c'est vraiment des vases clos. Pour le moment, parce que hier, il y a eu quelque chose qui était libérateur à la fin. Stéphanie était là, moi j'étais là, il y avait d'autres personnes, et puis on se disait, à la fin, il y a ça qu'on pourrait faire et tout. Donc, un petit peu plus de connexion entre nous. On l'avait déjà fait, mais c'était pas encore tout à fait ça. Et Louis-Carl a dit, j'y réfléchis et demain, j'arrive avec quelque chose. Et demain sera tout à l'heure, donc on va voir... Demain, c'est vrai. Mais c'est intéressant de vous entendre parce qu'on sent qu'à une semaine, là, ça a jamais été certainement aussi bouillonnant et ça continue de bouger et ça bougera jusqu'au bout. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Stéphanie, hors onde. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train de se créer, là, encore. Oui, vraiment. Ouais. Donc vous devez être super excité. On sent l'excitation. On est fébrile. On sent la fébrilité. C'est ce matin, là, c'était... On sent qu'il y a tout un travail qui vient vraiment des interprètes comédiennes de votre histoire et de votre passé. Est-ce que c'est un pressenti que j'ai ou est-ce que c'est vraiment une nourriture autant qui vient de l'extérieur du metteur en scène, mais il y a aussi toute cette expérience que vous mettez. Et on sent qu'on est encore, vu que Louise, tu dis hier, aujourd'hui, on est encore dans un tissage du présent à une semaine d'une première. Alors, à quel point vous avez votre espace, vous avez totale improvisation, liberté, ou est-ce qu'on est dans une écriture très définie, très écrite? Louise, je sens le regard de l'écriture derrière tout ça. Louise? En fait, oui, il y a une part d'improvisation, mais c'est très structuré, je te dirais, pardon. On me laissait quand même beaucoup d'espace, mais là, de plus en plus, avec le texte, il va de soi. Ouais. Excuse-moi, tu vois la parole, là. Il va de soi que je dois quand même être contenue. Je peux pas laisser aller des sentiments, des émotions et tout ça. Je suis beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans la subtilité aussi du geste.
parfois un peu grotesque. Là, je sors de la subtilité, mais d'autres fois, c'est ramené. C'est ramené à cette femme-là qui, quand même, devient une ombre. Donc, c'est toute cette... je dirais, pour moi, je la vois comme une matière, cette femme-là, la femme que je suis. Tandis que les deux autres femmes, Macha pourra parler de son rôle aussi. Stéphanie, je te laisse la parole dans 2 secondes. C'est vraiment sont dans le réel, là, l'espèce de... Elles prennent avec elles et l'écriture et le crayon, et elles, c'est ses valises, c'est la fuite et tout ça. Et moi, je suis dans comme une disparition. Donc, c'est vraiment... c'est quand même très contenu, structuré, je te dirais, même s'il y a des poches d'air ici et là au niveau de comment on l'investit, en fait. Stéphanie, pour toi? Ben, en fait, on a fait une résidence de création un petit peu avant d'avoir commencé les répétitions. Fait que là, on a eu vraiment un espace pour improviser puis essayer des choses autant dans le mouvement puis apprendre à se connaître aussi physiquement et tout. Mais c'est sûr qu'arriver en répétition, c'est une matière qui est vraiment dense. La parole est... Tu peux pas improviser un texte comme ça. Tu sais, c'est très poétique. Faut se le mettre en bouche. Fait que c'est certain qu'on a un espace, oui, d'improvisation comme n'importe quel spectacle. Quand on interprète un rôle, on a notre part de... Je veux dire, bien sûr, ça vient de nous, puis on propose plein de choses, mais ça reste que plus, comme tu dis, plus le spectacle avance, il faut vraiment quand même respecter un certain carcan, parce que on est 3, on a chacun 3 univers, puis il faut que ces univers-là, si on est chacun dans notre bulle, puis qu'on fait ce qu'on veut en improvisant, ça se passera pas. Là. Ça va être le chaos, puis on souhaite quand même que ce soit pas le chaos. C'est ça. Une incarnation à 3 corps, à 3 humaines. Puis il y a Orphée aussi qui se greffe à ça, là, qui est comme errant autour de ça, mais qui, à partir du moment vers, je dirais, le milieu du spectacle, apparaît vraiment, puis fait son show. L'homme qui arrive. J'ai un peu une grosse question, un peu pour clore aussi cette discussion, mais cette pièce s'inscrit, on le disait, dans une perspective féministe et existentielle, et en cela, elle est aussi très actuelle, évidemment. À l'ère du post #MeToo, #Time's Up, le féminisme a pris un nouveau visage, et la prise de parole planétaire que ces mouvements ont enclenchée devient prise de pouvoir et lutte pour l'égalité aussi. Alors, qu'est-ce que cette pièce, elle dit un peu de notre époque, et puis j'imagine que vous avez eu aussi certainement des discussions, vous avez encore des discussions autour de ce que ça soulève, ces propos-là. J'ai juste envie de vous entendre sur ça, Stéphanie. Ben, en fait, c'est ce qui nous faisait peur dans ce texte-là. C'est un texte qui est extrêmement cru et cruel envers les femmes. C'est ce qui peut être un terrain un peu glissant puis inquiétant. Mais il y a l'INEX, si je vais essayer de m'expliquer à la hauteur de ce qu'elle essaie de faire, mais pour elle, d'aller autant dans la cruauté, dans le cru, dans la violence, dans le grotesque, c'est comme si on met une réalité en face. C'est tellement cru, ben ça n'a pas de bon sens que ce soit ça en ce moment, actuellement. C'est tellement grotesque et cru qu'on a une réflexion par rapport à ça. On a un certain recul que si c'était juste un constat ou une réflexion un peu plus intellectuelle et concrète. Il y a comme quelque chose d'extrêmement violent. On a une violence envers les jeunes femmes, chose que je n'ai pas du tout dans la vie, chose que Louise non plus, ni Macha. On n'a pas cette cruauté-là envers les jeunes filles, mais c'est comme si la société nous demande des fois d'avoir cette certaine compétition, ce certain entre femmes qui n'a pas lieu d'être, qu'on n'a pas, mais que malgré nous, qu'on a par toutes les affiches qu'on va voir partout, par quand on va dans un magasin s'acheter une brassière, puis qu'on nous dit, on nous sous-entend qu'on devrait se mettre des pads, qu'il y a des gaines, quand il n'y aurait pas de gaines pour les hommes. Tu sais, quand tu te mets à voir partout tous ces signes-là qui nous oppressent, puis qui nous disent qu'on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas assez. Fait qu'on dirait que c'est un petit peu ça... Puis d'ailleurs, dans la pièce, elle le dit, nous sommes plates, molles et plates, repliées, chiffonnées, jetées. Tu sais, c'est violent. Ce n'est qu'un extrait, là, mais ça n'arrête pas. Là. On cogne sur le clou, mais pour mieux qu'il ressorte et qu'il craque et qu'il déchire le bois. Tu sais. Je sais pas ce que t'en penses. On se prend le mur, j'imagine, spectateur, on va se prendre le mur. Ah oui, en pleine face. Pour pouvoir s'en débarrasser, là. Ouais. Louise, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur toute cette question posée par Clara? À l'ère du MeToo et du Time Up, qu'est-ce que porte cette pièce et quels ont été le fruit de vos discussions autour de ces questions-là?
En fait, moi, j'ai hâte à la réaction du public parce que quand j'ai lu le texte, je me dis, mais pourquoi qu'ils me demandent de faire partie de ce... Et en même temps, Louise, excuse-moi, mais ta carrière est autour de la création et l'incarnation de personnages et de femmes extrêmement puissantes. Oui. Donc, moi, j'aurais envie de répondre à cette question. Mais écoute, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, si ça avait été un homme qui avait écrit ce texte-là, je l'aurais brûlé, le texte. Pour te dire, hein. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille, je suis quand même... Parce que Louis Carle, je veux dire, il a une très bonne tête sur les épaules. Puis il aime beaucoup les femmes et tout ça. Et puis, il est très sensible à la condition des femmes présentes, entre autres, tout ce qui se passe. Hein. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'attire là-dedans? Donc, les discussions n'ont pas vraiment... C'était pas... Bon, qu'est-ce que je pense de ci, ça? C'est vraiment à l'entour du texte qu'on s'est ralliés pour trouver c'est quoi notre place dans ce texte-là. Parce que elle n'écrit pas, apparemment, je peux me tromper, Stéphanie, mais tu me diras, elle n'écrit pas des textes... en fait, elle publie des textes et tout ça, mais on peut en faire qu'est-ce qu'on veut. C'est ce que Louis Carle m'avait présenté en Oui, elle laisse beaucoup de liberté. Même ce texte-là, à la base, on dirait que c'est un roman, mais pour elle, c'était pour la scène, mais c'était vraiment, même c'était écrit en note de page, vous pouvez pas charcuter son texte, mais de vraiment en faire ce qu'on veut. Elle nous laisse un peu, arrangez-vous avec ça. Arrangez-vous avec ce que j'ai écrit. C'est vraiment... Donc, c'est aussi à l'entour de ça, ça va être quoi la parole de cet homme-là, Louis Carle, et puis à travers ce texte-là, et c'est ça qui m'intéressait, tous ces yeux-là posés sur cette écriture-là, et ce que ça peut vouloir dire, même si moi je ne comprends pas tout, ce qu'elle veut dire. Parfois j'ai des frissons tellement il y a une dureté, comme disait Stéphanie, mais en même temps il y a tellement une beauté, puis il y a tellement un écorchement de cette femme-là que c'est ce qui m'a fait adhérer, si tu veux, à son texte, à ce monde-là qu'elle vraiment tire de tous les côtés, et je me suis dit, j'ai quelque chose à trouver là-dedans. Et c'est là aussi l'interpellation de tout ça. Tu m'intrigues. Et on est certain que les spectateurs aussi auront quelque chose à trouver dans cette pièce. Alors, on vous encourage fortement à aller voir cette pièce. On va rappeler les dates. Donc, c'est Ombre Eurydice parle, une pièce d'Elfriede Jelinek, mise en scène par Louis Carle Tremblay au Théâtre Prospero du 11 au 27 avril. Merci Stéphanie Cardy. Merci Louise Bédard d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On vous libère et nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Just Go Forward de l'artiste Ibio Sound Machine. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 5 avril.